Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à notre webinaire aujourd'hui, Les vrais coûts de vos placements, enfin expliqués, présenté par BMO. Alors, mon nom est Catherine David, chef des contenus aux événements et aux formations Les Affaires, et j'ai le privilège d'être avec vous pour animer le webinaire et la période de questions qui aura lieu à la fin. Donc, avant de se lancer, j'ai quelques informations à vous transmettre pour assurer le bon déroulement du webinaire. Donc, premièrement, vous pourrez poser vos questions à notre expert à la fin de la présentation. Vous pouvez cliquer sur le bouton dédié à droite de votre écran et inscrire vos questions tout au long du webinaire. Donc, je précise que vous aurez accès à la rediffusion de l'événement ainsi qu'à la présentation également pendant une période de 6 mois. Vous pourrez la partager à votre convenance. Si vous rencontrez des problèmes d'ordre technique, je vous invite à contacter l'équipe de soutien EPQM, notre partenaire de cette web diffusion. C'est notre diffuseur officiel. Vous pouvez cliquer sur les icônes en bas de la page là, pour ce faire. À noter également que nous rencontrons actuellement des petits enjeux intermittents de visibilité concernant l'image d'Alain Desbiens. Ceci étant dit, vous devriez bien voir la présentation et bien entendre sa voix, ce qui est plutôt le plus important, et bien voir cette présentation-là. Là. 2 PDF vous seront également partagés pour accompagner le contenu. Donc, ceci étant dit, Événement Les Affaires est ravi d'accueillir BMO Gestion mondiale d'actifs pour le webinaire d'aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2026, des nouvelles obligations réglementaires exigent une divulgation claire en dollars du coût des placements. Ces règles visent à renforcer la transparence et à permettre aux investisseurs de mieux comprendre les frais réellement associés à leurs investissements. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui amènera aussi un éclairage sur des options d'investissement à faible coût afin de soutenir des décisions plus éclairées et cohérentes avec vos objectifs financiers. On vous propose donc une conversation essentielle pour toute personne qui souhaite mieux comprendre ce que révèlent ces nouvelles informations. Donc, notamment en ce qui concerne les frais de gestion et d'opération des FNB et des fonds communs. Donc, dans quelques instants, vous entendrez Alain Desbiens. Vous avez ce grand privilège, vous avez un expert avec vous. Donc, c'est les vice-présidents FNB, BMO Gestion mondiale d'actifs et FNB BMO. Alain compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. C'est un expert financier ayant travaillé comme courtier. Il a grandement contribué à faire connaître les avantages des FNB aux clients de la BMO en donnant des séminaires à l'intention des petits investisseurs, des clients de détail et des clients institutionnels. Et avec nous aussi, avec les affaires, il vient souvent nous donner des webinaires. Donc, il possède un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval. Donc, en 2015, en 2020 et en 2021, Alain Desbiens s'est mérité le prix du Wholesaler of the Year of Canadian Wealth Professional Awards. Donc, c'est pas n'importe qui. Vous avez beaucoup de chance d'être avec lui aujourd'hui. Donc, chers participants, chères participantes, je vous souhaite un excellent webinaire. On se retrouve après la présentation. Donc, Alain, je te cède la parole. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui parce que j'ai le plaisir de vous parler de l'information sur le coût total. Ça change quand même un peu la donne dans la façon de comprendre le coût réel puis la valeur de vos placements. À la base, l'information sur le coût total signifie qu'à compter de l'an prochain, les rapports annuels que vous recevrez de votre conseiller, de votre courtier de plein exercice ou de votre courtier escompte indiqueront un montant en dollars clairs pour le coût total de vos placements. Ça comprend les frais facturés par les sociétés de fonds d'investissement, notamment le RFG et le RFO, ainsi que tous les frais de courtage en ligne facturés pour maintenir évidemment votre compte ou effectuer des opérations. Ce qui est important, évidemment, aujourd'hui, je donne énormément d'informations. Ceci n'est pas du conseil. Ça vise vraiment, évidemment, un contenu éducatif. Je le mentionne à chaque fois, mais évidemment, quand on a besoin d'avoir des conseils financiers, toujours obtenir l'avis de professionnels dûment accrédités auprès de l'autorité des marchés financiers. Dans le programme aujourd'hui, on va couvrir 4 aspects. Pourquoi le MRCC3, c'est important maintenant?
pour les investisseurs autonomes, ceux qui utilisent évidemment des services de courtage escompte, et pour les investisseurs qui ont un conseiller. On va essayer aujourd'hui de comprendre l'information sur le coût total, notamment les notions de base sur le MRCC3. On va essayer de mieux comprendre la ventilation des coûts des fonds. On va apprendre des acronymes. Les RFG pour ratio de frais de gestion, RFO pour ratio de frais d'opération et RFF pour les ratios de frais de fonds. Je vais même aller vous en chercher sur l'Internet pour que vous puissiez lui-même le faire, évidemment, à partir de vos comptes existants. Puis on regardera, évidemment, des options à faible coût pour des placements, je dirais, plus futés. J'aime beaucoup, évidemment, cette notation-là. On dit que la lumière du soleil, c'est le meilleur des désinfectants. Autrement dit, la clarté inspire la confiance. Puis c'est exactement ce que les autorités veulent faire, les conseillers, les firmes de courtage à escompte. On vise à informer sur le coût total pour donner aux investisseurs autonomes et ceux qui bénéficient de conseils des renseignements clairs et directs sur les coûts des fonds, de fonds négociés en bourse, de fonds communs et de fonds distincts qu'ils détiennent. Vous pourrez alors mieux facilement voir et comprendre ce que vous payez et vous allez être mieux outillé pour prendre des décisions éclairées qui soutiennent vos objectifs financiers. J'espère que la discussion d'aujourd'hui vous aidera à arriver non seulement en démystifiant certains des renseignements techniques qui sous-tendent la déclaration des coûts totaux, mais aussi en vous donnant de la connaissance et la confiance nécessaire pour faire des choix éclairés, surtout si vous êtes un investisseur autonome. Donc, pourquoi le MRCC3 est important pour les investisseurs, notamment autonomes, et ceux qui ont un conseiller? Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont des questions. C'est quoi cette affaire-là, le MRCC3? Est-ce que je paye plus que je pensais de frais de gestion? Est-ce qu'il y a des options qui sont moins chères que pour mes objectifs? Est-ce que mes frais sont si élevés? Est-ce que j'obtiens réellement ce que j'ai de besoin pour ce que je paie? Est-ce que les commissions de négociation puis les coûts intégrés fonctionnent ensemble? C'est quoi l'incidence des frais sur mes rendements à long terme? Donc, beaucoup de questions. Puis le MRCC3, bien évidemment, moi, je reçois beaucoup de questions. Il y a eu un article, évidemment, dans la presse en début d'année sur le MRCC3, puis j'ai beaucoup de questions de la part des investisseurs qui me demandent est-ce que je vais payer plus qu'avant à cause du MRCC3? Puis absolument pas. Que vous soyez un investisseur autonome ou que vous soyez un investisseur qui a un conseiller, tout ce que vous allez avoir, c'est une description plus détaillée, en dollars et en pourcentage, des coûts habituels que vous payez auparavant. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous parce que ce qui change, c'est une plus grande clarté et une plus grande transparence. Souvent, les gens se demandent, bon, par rapport aux frais de gestion que j'ai, est-ce que j'obtiens évidemment ce que je devrais obtenir en termes de rendement, en termes de services? Dans le dernier sondage Polara 2025 et dans le dernier sondage national de BMO, c'est tout près de 89 % des conseillers qui ont déclaré que leurs conseillers les aident à atteindre leurs objectifs financiers. Puis 79 % ont constaté une croissance financière grâce à leur collaboration avec leurs conseillers. Donc, que l'on fasse affaire comme investisseur autonome ou avec le conseil, le MRCC3 n'augmente pas de coûts. C'est une plus grande transparence, évidemment, du côté des coûts. Ça, c'est quand même important. Il se passe beaucoup de choses pendant dans l'investissement. De plus en plus de Canadiens adoptent une approche autonome en matière de placement. Bien, comme certains d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui, ils font des recherches en ligne, ils utilisent des applications, puis ils comparent des plateformes, puis ils veulent comprendre clairement ce pourquoi ils paient exactement. Puis évidemment, il y a des grands changements qui se font beaucoup basés sur la démographie, notamment, évidemment, du côté des milléniaux. Les milléniaux, ce sont tous les jeunes, évidemment, comme Catherine, qui ont moins de 45 ans. Donc, 73 % de ce groupe-là préfèrent une approche autonome en matière de placement. Chez les encore plus jeunes, ce que je dirais la génération Z, les 18 à 34 ans, l'investissement autonome a maintenant dépassé les modèles de conseil traditionnels. Même chez les investisseurs qui travaillent principalement avec des conseillers au Canada, de plus en plus le font en hybride. Donc, pour les gens qui ont des conseillers, à peu près le tiers actuellement au Canada détiennent également des comptes de placement autonomes. C'est raisonnable de s'attendre à ce que ce nombre-là continue à croître, mais aussi à ce que la partie des actifs qu'ils gèrent eux-mêmes augmente. Il y a d'autres choses en plus, évidemment, du courtage à escompte comme phénomène, notamment les outils, les plateformes d'intelligence artificielle accélèrent le changement.
C'est important, 88% des utilisateurs de l'intelligence artificielle affirment qu'ils sont susceptibles de donner suite aux conseils de placement qui sont générés par l'IA. Mais on sent que les gens n'ont pas, évidemment, totalement confiance non plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'intelligence artificielle, c'est nous qui générons par nos questions, évidemment, plusieurs de ces réponses-là. Et il y a quand même plusieurs mises en garde, notamment d'organisations comme l'Institut québécois de planification financière, l'AMF, sur, évidemment, les tenants et les aboutissants de l'intelligence artificielle. Un autre phénomène important, c'est tout le phénomène des fin-influenceurs, notamment chez les générations Z. Plusieurs d'entre eux, évidemment, s'appuient fortement sur les fin-influenceurs de YouTube, de TikTok, d'Instagram, notamment comme moyen d'éviter des coûts liés aux conseillers. C'est un défi, l'univers des fin-influenceurs. C'est mal réglementé. Certains, évidemment, se professionnalisent dans le domaine. Certains sont aussi conseillés, donc ils sont dûment accrédités. Mais c'est important, 80% du contenu manque de communication du côté des fin-influenceurs, notamment de l'information de base. Donc, ça veut dire en sorte que plusieurs jeunes investisseurs pourraient découvrir que certaines décisions qu'ils ont prises, en fonction de renseignements incomplets ou non fiables, ne donnent pas les rendements, évidemment, et les résultats escomptés. L'Institut québécois, encore une fois, de planification financière, fait plusieurs mises en garde, notamment sur tous les conseils mis en ligne. L'autre aspect qui est important que je veux quand même mentionner, c'est la fraude. Il y a un excellent article de Gérald Bérubé dans Le Devoir la fin de semaine dernière qui mettait en exergue, évidemment, que les autorités canadiennes de valeurs mobilières, entre le 5 juin 2025 et le 12 février dernier, elles ont concouru à la désactivation de plus de 7 586 fausses plateformes d'investissement et de sites web de crypto frauduleux. De même que 13 000 adresses URL distinctes qui étaient liées, c'est énorme. Puis les derniers chiffres du Centre antifraude du Canada ont été publiés en octobre 2025. C'était plus de 100 000 signalements qui ont été consignés en 2024. Et ce qu'on a du côté des chiffres, c'est que les escroqueries à l'investissement représentent plus du tiers des pertes totales de 643 millions de dollars qui ont été comptabilisés. La perte moyenne en passant était 18 000 dollars, notamment, évidemment, le quart pour les cryptos. Donc, je le mentionne en début, aujourd'hui, on fait beaucoup d'éducation, mais je pense notamment que pour ce qu'il y a par rapport à la crypto, par rapport aux fin-influenceurs, c'est important, évidemment, d'aller chercher un deuxième avis du côté de professionnels dûment, évidemment, accrédités. Sur plusieurs plateformes aussi de courtage à escompte, il y a ici une façon d'avoir un deuxième avis. Donc, c'est important lorsqu'on se tourne vers les fin-influenceurs, lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, c'est important, évidemment, de valider ce qu'on va chercher comme information. Cependant, de plus en plus de gens, évidemment, utilisent les plateformes de courtage à escompte et on voit encore une croissance du côté de ce secteur-là. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu mieux l'information sur le coût total. Notamment, c'est quoi le MRCC3? Puis dans le fond, c'est juste une norme de communication sur les coûts pour l'ensemble des produits de placement d'assurance. Je le répète, ça touche évidemment presque la totalité des 34 000 conseillers au Québec qui vendent évidemment des fonds communs, des fonds distincts ou des fonds négociés en bourse. C'est une réforme qui est axée sur les investisseurs par les autorités canadiennes de valeurs mobilières. Et l'élément clé à retenir de la discussion aujourd'hui, c'est à partir de 2027 que les conseillers, les courtiers plein exercice ou courtiers escompte devront produire des rapports annuels qui contiennent un montant unique en dollars et en pourcentage par fonds pour les placements détenus en tout temps en 2026. Il y a déjà eu avant le MRCC2. Puis je vais vous donner un exemple concret de ce que c'était. C'était dans le fond pour favoriser encore une fois plus, évidemment, la transparence. La majeure partie d'entre vous aujourd'hui qui m'écoutez avait reçu votre état de compte, évidemment, qui était daté du 30 décembre 2025. Puis généralement, on le reçoit en janvier. Ce que la MRCC2 fait, puis qu'on reçoit dans notre premier état de compte de l'année, ce que c'était le MRCC2, c'était deux choses. C'était de nous dire, quel est le coût, évidemment, du conseil que me donne mon conseiller? Mais le deuxième, c'était quel est le rendement que j'ai fait avec mes investissements? Fait que si vous retournez du côté de votre état de compte que vous avez reçu, évidemment, en début d'année, c'est exactement ce que vous allez voir. Vous allez voir quel était, évidemment, le coût des conseils que j'ai retenus, puis quel a été le rendement que j'ai fait. C'est quand même incroyable qu'avant 2016,
On n'avait pas ces informations-là sur les états de compte. Donc, c'est vraiment ce que cherchent à faire les autorités, évidemment, d'autoréglementation, c'est de faire en sorte qu'on peut mieux comprendre. Maintenant, depuis le 1er janvier 2026, tous les FNB, tous les fonds communs, tous les fonds distincts que vous détenez, même si c'est pour une journée dans l'année, vont être assujettis aux normes de communication et d'information sur le coût total du MRCC3. Et le premier état de compte qui va évidemment parler de tout cela va être émis au début janvier 2027. En fait, je dis pas début janvier, je dirais même fin janvier 2027. Et ça va tenir en compte, évidemment, l'année 2026. Donc, 3 aspects au MRCC3. L'information sur le coût total va au-delà des frais liés aux courtiers et aux conseillers pour inclure le ratio des frais de gestion, les RFG et les ratios de frais d'opération en pourcentage et en signes de dollars. Il va y avoir une standardisation dans l'industrie, que ce soit avec du conseil ou du côté du courtage escompte, pour des rapports annuels dans un format standardisé pour faciliter la comparaison. Et il y a plus de types de produits, évidemment, qui vont être impactés par cette transparence-là, notamment les fonds distincts, les fonds d'investissement, les FNB et tous les autres produits avec des frais d'intégrer. Et vraiment, c'est un pas en avant du côté de la transparence. Là, qu'est-ce qu'on va me montrer là, à partir du MRCC3? Bien, on va me montrer le RFG, on va me montrer le RFO et on va me montrer le RFF. Donc, dans la composante du coût total, à la fin janvier 2027, dans l'état de compte, je vais avoir de l'information sur les frais intégrés, les RFG, les RFO. Je vais avoir de l'information sur les frais de mon courtier, de mon conseiller ou de ma firme de courtage escompte. Et je vais voir aussi les frais directs. Ça va me donner le coût total, évidemment, de mes placements. Je vais l'avoir en pourcentage, je vais l'avoir aussi en signe de dollars. Mais là, où est-ce qu'on trouve ça, un RFG? Puis c'est quoi un RFG? Rapidement, c'est quoi un RFG? C'est un ratio de frais de gestion. C'est du côté de votre solution de fonds distincts, du côté de votre solution de fonds communs, du côté de votre solution de fonds négociés en bourse. Quelle est la somme des frais d'exploitation, les taxes, les frais de gestion de placement et les commissions, évidemment, qui sont comptabilisées pour vous offrir ce service-là? Ce qui est important, puis tout à l'heure, je vais vous le montrer, on va trouver l'information là-dessus sur le profil détaillé du fonds distinct, du fonds commun ou du fonds négocié en bourse. Le deuxième aspect qu'on va voir, évidemment, à partir du MRCC3, c'est le ratio de frais d'opération. Le ratio de frais d'opération, c'est la somme, évidemment, des commissions de courtage, des frais de transaction et autres frais d'opération. Puis dans l'industrie, du côté des RFO, bon, notamment du côté des fonds négociés en bourse, ça va de 0% à 3% du côté des frais d'opération. Donc, c'est quand même un élément qu'on voit moins qui est important. Et si certains d'entre vous, évidemment, ont acheté des fonds négociés en bourse, des fonds communs dernièrement, à partir d'une plateforme de courtage escompte ou de courtage de plein exercice, généralement, vous avez dû recevoir un petit document qui s'appelle l'aperçu du fonds. Et ça, déjà, on a une bonne idée de ce que va être le MRCC3 avec ce document-là. Si vous remarquez, ce document-là, ici, c'est notre FINB BMO S&P 500, notre FNB ZSP. Ce que l'on voit ici, c'est que le ratio de frais de gestion de ce FNB-là, il est très, très faible, c'est 0,09%. Son frais d'opération est nul, il est à 0. Et le frais total de ce fonds négocié en bourse-là est de 9 points de base. Et vous le voyez ici, ce qu'on vous dit, au 30 juin 2025, les frais du FNB s'élevaient en termes de pourcentage, à 0,09% de sa valeur, ce qui correspond à 90 sous sur chaque tranche de 1 000 $ investis. Et pour vous dire, dans l'industrie des fonds négociés en bourse, des fonds distincts, des fonds communs, il peut y avoir des frais de gestion qui vont de 9 points de base à 7% de frais de gestion. Donc, c'est quand même important de bien comprendre ce qu'il y a sous le capot et de bien comprendre ses frais. Donc, une façon simple pour vous, c'est d'aller chercher évidemment l'aperçu du fonds sur les plateformes et le profil du fonds. Et l'an prochain, c'est un exemple, ça ne sera pas exactement comme ça, mais l'an prochain, vous allez recevoir un document pour les investisseurs autonomes, les investisseurs de plein exercice, où on va vous montrer évidemment quels sont les frais que vous avez payés en pourcentage et aussi en montant. Et par produit, vous le voyez ici, exemple, le fonds XYZ,
ben, pendant toute l'année 2026, j'ai détenu 30 000 à l'intérieur de ce fonds-là. Mon ratio de frais de gestion, c'était de 65 points de base, c'est un exemple. Mon ratio de frais d'opération, c'était 5 points de base. Donc, en termes de pourcentage au total, j'ai payé 0,70 de frais et ça correspond à 210 Par essence, tout ce qui se fait là, en ce moment du côté du MRCC3, c'est ça, c'est de vous donner une meilleure transparence du côté de vos fonds négociés en bourse et du côté de vos frais de gestion. Donc, ce que le MRCC3 comprend ou ne comprend pas pour les investisseurs autonomes, c'est notamment, on va afficher dans le rapport de 2027 les frais du fonds que vous détenez et les articles aussi facturés par votre courtier, que ce soit des commissions de négociation, des frais de transfert sortants. Tout ce qui ne s'affiche pas dans votre rapport de placement et qui est pris à l'extérieur de votre compte n'y apparaîtra pas, notamment si vous vous payez par carte de crédit des trousses de recherche, des filtreurs et des nouvelles. Donc, le MRCC3 va afficher deux grandes catégories dans votre rapport annuel en 2027. Les frais du fonds, donc ce qui est intégré à chaque fonds d'investissement FNB, fonds distincts, RFG ou RFO, ainsi que les frais facturés par vos courtiers. Ce qui est important, s'il y a un coût qui est facturé à l'extérieur de votre compte de placement, s'il est imputé notamment à votre carte de crédit, ben, il ne fera pas partie du MRCC3. Je pense que c'est quand même assez simple. C'est une plus grande transparence pour vous, c'est de mieux comprendre. Ça ne change pas le rendement que vous avez fait cette année en 2026. Si vous avez gardé les mêmes produits, vous les aviez en 2025. C'est juste une meilleure transparence de ce qu'ont coûté évidemment vos produits financiers pour vous donner le rendement que vous avez. Évidemment, nous, on pense, évidemment, comme manufacturier, qu'il y a des façons d'investir judicieuses grâce à des outils, évidemment, qui sont rentables, notamment du côté de BMO, puis on n'est pas les seuls, il y a près d'une cinquantaine de firmes au Canada qui offrent des fonds négociés en bourse. Dans l'industrie, il y a des composantes de base avec des ratios de frais de gestion qui débutent à 6 points de base. De plus en plus, ça c'est important, les gens ne le savent pas beaucoup, il y a des fonds d'investissement aussi où on a évidemment des séries F ou des séries D dans les maisons de courtage à escompte qui maintiennent des coûts continus à un bon niveau. Ça peut être intéressant. Évidemment, lorsque vous désirez faire de l'investissement périodique à 50 100 par mois, beaucoup de gens à ce moment-là vont aimer prendre des fonds communs, notamment de série D, parce qu'ils peuvent réinvestir des parts d'actions. Et de plus en plus au Canada, on parle de certificats canadiens d'actions étrangères. Ce sont des actions, évidemment, dans lesquelles il y a des coûts, évidemment, de frais de couverture de change. On est deux firmes au Canada à offrir ce type, évidemment, de produits-là. Il n'y a pas de frais de gestion parce que ce sont des actions et ça vous permet d'investir dans des actions européennes, asiatiques ou américaines pour une fraction du coût. Donc, au lieu d'investir dans Louis Vuitton, je donne un exemple, je donne un coût arbitraire pour, évidemment, une action qui coûte 1 000 ben, vous pourriez investir dans Louis Vuitton à partir de 15 avec une fraction d'action. Donc, ce sont vraiment des façons avec les séries D du côté des firmes de courtage escompte, avec les séries F du côté des fonds communs, avec un courtier de plein exercice ou avec un conseiller, les fonds négociés en bourse, les fonds d'investissement ou les certificats d'actions étrangères, ce sont vraiment, évidemment, là, des solutions qui sont intéressantes. Important lorsque vous comparez les frais de fonds négociés en bourse, de fonds d'investissement, toujours comparer des pommes avec des pommes. On compare un fonds négocié en bourse avec une classe F de fonds communs ou une classe D du côté des firmes de courtage escompte qui n'incluent pas, évidemment, la rémunération de conseil, parce qu'évidemment, on ne compare pas à ce moment-là des pommes et des pommes. Autre chose, de plus en plus, ce que l'on voit, ce sont des fonds d'investissement constitués de fonds négociés en bourse. Je le mentionnais tout à l'heure, de plus en plus, on voit des classes D, on voit des fonds indiciels de FNB sous format de fonds communs. Ça permet évidemment d'avoir accès efficace à des marchés. Donc, on a à l'intérieur de ça tous les avantages des fonds négociés en bourse. L'accès efficace à des marchés, de la diversification, des méthodes transparentes, de la liquidité, des coûts moins élevés. Puis ça vous donne la commodité des fonds communs, notamment de la gestion, du rééquilibrage, mais surtout des cotisations automatiques ou des retraits automatiques de part à partir de 50
ou 100 $, évidemment, aux 2 semaines ou par mois. Beaucoup de gens, évidemment, qui ont des plus petits, évidemment, portefeuilles, trouvent que c'est un avantage qui est intéressant. Ça combine l'avantage des fonds négociés en bourse avec l'avantage, notamment, des fonds communs. Et tout ça, évidemment, cette incidence-là à long terme sur la réduction des frais, ce qui est intéressant. Puis je donnais tout à l'heure un exemple pour quelqu'un qui, comme Catherine, a moins de 40 ans et évidemment qui souhaite faire une planification financière. Bien, son planificateur financier lui dirait, écoute, Catherine, je dois me baser sur un taux de survie là, de 25 %. Donc, pour quelqu'un qui a 40 ans, bien évidemment, elle a 25 % de chance de vivre encore 55 ans devant elle. Donc, à long terme, de réduire les frais, c'est intéressant parce que ça nous permet d'accumuler, évidemment, plus d'épargne, évidemment, à long terme parce qu'on sauve, évidemment, des frais, mais ça nous permet aussi de décumuler notre épargne, donc de décaisser notre épargne, évidemment, beaucoup plus longtemps. Puis on le sait, les gens de mon âge, dans la soixantaine, ont un horizon de retraite qui peut être de 25 à 30 ans devant eux. Donc, à long terme, la réduction des frais compte autant pour l'accumulation du capital pour la retraite que pour le décaissement comme tel de ce capital-là à la retraite. BMO Gestion mondiale d'actifs, évidemment, c'est un joueur majeur au Canada du côté des placements. On offre des solutions de fonds négociés en bourse, des solutions structurées, du placement alternatif. Je le mentionnais tout à l'heure, des certificats canadiens d'actions étrangères, des fonds distincts, des comptes gérés, des fonds d'investissement. Et à l'intérieur de ce 263 milliards-là, presque le 2/3, ce sont les fonds négociés en bourse BMO. Chaque dollar qui est investi en fonds négociés en bourse, évidemment, au Canada, 20 sous est investi avec BMO. BMO a une part de marché de 20 % du marché canadien. Nos solutions ont été, évidemment, énormément primées en 2025 par les Lipper, par les Fundgrade. Je le mentionnais, 165 milliards en actifs, deuxième plus gros joueur au Canada, une trentaine de FNB qui ont plus d'1 milliard d'actifs sous gestion. 66 de nos FNB ont plus de 10 ans d'existence. On est le plus grand fournisseur au Canada d'FNB sectoriels de revenus fixes, d'FNB d'options d'achat couvert et parmi les plus grands FNB au Canada, notamment dans le top 10, 4 sont des FNB BMO, notamment notre ZSP, qui est notre réplique du S&P 500, notre ZCN, qui est la réplique du TSX, évidemment composé, ZAG, qui est la réplique du marché d'obligations canadien, et le ZEA, qui est la réplique de l'indice MSCI comme tel IFI. Donc, BMO, joueur majeur. On va aller évidemment aujourd'hui sur notre site francophone. Je suis très, très fier. On vient de lancer notre site francophone, puis je vais vous montrer quelques outils pour pouvoir regarder évidemment ce dont on a parlé aujourd'hui, notamment les frais de gestion, mais aussi pour comparer des solutions de fonds communs et de fonds négociés en bourse. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai cherché à faire, évidemment, avec vous, c'est de vous donner une explication de ce que c'est le MRC3. Puis, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est plus de transparence, évidemment, par rapport aux fonds négociés en bourse, aux fonds communs et aux fonds distincts que vous détenez déjà. Ce n'est pas plus de frais, c'est une meilleure transparence de la structure de frais pour vous donner, évidemment, ce service-là. J'espère que vous voyez aussi, évidemment, que d'utiliser des solutions quand même qui ont des frais de gestion qui sont relativement faibles, évidemment, bien, ça vous aide à long terme pour, évidemment, générer plus de capital pour votre retraite et, évidemment, aussi pour le décaissement de ce capital-là à la retraite. Je suis très fier, on fait quelque chose de nouveau aujourd'hui. On va aller sur le site, évidemment, du rendez-vous des FNB. C'est simple. Si vous allez, évidemment, sur Google ou sur Bing et que vous googlez le rendez-vous des FNB BMO, voici ce que vous allez voir, évidemment, comme site web. Là, je clique. Et ce qu'on devrait voir, je vais voir si Catherine me fait un oui de la tête, c'est notre site web, le rendez-vous des FNB. Le rendez-vous des FNB, je suis très, très fier. J'ai pris une petite sabbatique d'1 an et 3 mois et je suis revenu, évidemment, dans mon poste à la BMO comme vice-président des fonds négociés en bourse BMO, vice-chair des fonds négociés en bourse. Et un de mes mandats, évidemment, c'était le lancement de ce site-là en français, le rendez-vous des fonds négociés en bourse. Je suis très, 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 très fier de ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, évidemment, de littératie financière sur les fonds négociés en bourse pour les investisseurs comme tels au Canada. Donc, je suis très, très content qu'on mette évidemment notre pierre
dans la littératie financière sur les fonds négociés en bourse. À partir du site Le Rendez-vous des FNB BMO, vous pouvez vous inscrire évidemment à notre bulletin évidemment de nouvelles. Vous pouvez voir notre blog. Je suis très, très fier. On a fait tout traduire évidemment les blogs que l'on avait en anglais, en français. Donc, sur les placements indiciels de base, est-ce que vos FNB diversifiés sont concentrés? On en parle beaucoup du côté du S&P 500. Ça ici, c'est évidemment quelque chose que j'ai fait dernièrement. La retraite se prolonge. Votre portefeuille devrait en faire autant. Évidemment, des choses sur l'intelligence artificielle, sur les certificats canadiens d'actions étrangères. Donc, énormément de ressources, évidemment, du côté du blog. Aussi des balados. Et sur les balados, évidemment, sur plusieurs évidemment, sujets plus pointus, notamment les matières premières. On voit avec tout ce qui se passe, évidemment, du côté de la guerre avec l'Iran, l'importance des matières premières, notamment tout ce qui a rapport au pétrole, tout ce qui a rapport, évidemment, à l'or. Donc, à l'intérieur, évidemment, de ce segment-là, on vient couvrir des sujets, je dirais, vous savez, quand on va à l'école, on dit maths 101, maths 201, maths 301. Là, on va du côté d'une couche supérieure. Ça nous est demandé par certains d'entre vous d'avoir accès à de l'information en français sur la couverture de change, sur des stratégies de portefeuille, sur les arguments en faveur des FNB de répartition d'actifs. Donc, des sujets un petit peu plus pointus. Vous avez accès aussi à partir du site sur notre grille sommaire de nos fonds négociés en bourse. Elle va vous être envoyée aujourd'hui, évidemment, avec la présentation. Moi, j'ai commencé, j'ai été le premier employé engagé à l'époque en 2010. À l'époque, nous avions un demi-milliard d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, on a 165 milliards d'actifs sous gestion. À l'époque, on avait 28 FNB. Aujourd'hui, on a plus de 240 fonds négociés en bourse. Donc, il y a eu une offre, évidemment, qui s'est professionnalisée du côté de BMO. La première partie que je recommande, évidemment, à tout le monde de regarder, c'est la partie des fonds négociés en bourse d'actions de base indicielle. Pour moi, les fonds, évidemment, de base indicielle du côté des actions ou du côté des titres à revenus fixes, c'est la base des portefeuilles. C'est la réplique du TSX, c'est la réplique du S&P 500, c'est la réplique, évidemment, des marchés internationaux ou des pays émergents. Certains d'entre vous veulent avoir accès à des produits plus particuliers indiciels, la petite capitalisation ou la moyenne capitalisation américaine ou mondiale, ou le Nasdaq, ou évidemment le marché japonais, ou le marché de la Chine, ou le marché de l'Inde. Donc, on le voit, dans ce cas-ci, ce sont des FNB indiciels. Comment sait-on d'ailleurs au Canada qu'un produit est indiciel? Parce que dans le nom du FNB, on y mentionne l'indice que l'on réplique. Si vous voyez FINB, BMO, S&P, TSX composé, donc vous savez que le FINB veut dire fonds indiciel négocié en bourse, et dans le nom du FNB, on voit l'indice évidemment que l'on réplique. Tout à l'heure, je vous parlais des RFG, je vous parlais des RFO. Comment on peut les voir chez BMO, ces frais-là? Si je clique sur ZSP, notre grille sommaire, elle est digitale. Donc, quand vous avez le PDF, quand vous allez sur le site, si vous cliquez sur ZSP, miracle, on arrive sur le site web des FNB, on trouve les deux documents de base qui sont importants. Le premier, le profil des fonds négociés en bourse. Honnêtement, comme investisseur, lorsque vous investissez, notamment comme investisseur autonome, c'est un document que vous devriez regarder. Vous le voyez ici, les données sont en date du 28 février 2026. Que voit-on dans ce document-là? Bien, on voit pourquoi investir dans ce FNB-là. C'est quoi les renseignements sur le fonds? Depuis quand ce FNB-là existe? C'est quoi ses frais de gestion annuels maximaux? C'est quoi son ratio de frais de gestion? Quelle est la stratégie? Quel est l'indice de référence, évidemment, qu'elle réplique? Il y a combien d'actifs à l'intérieur dans ce FNB-là? Il y a plus de 21 milliards. Comment a cru, évidemment, depuis qu'il existe ce FNB-là, un montant de 10 000 investi? On voit qu'évidemment, du côté des actions américaines, ça a été très rémunérateur. On voit son rendement, évidemment, du portefeuille sur l'indice de référence pour la période qui se termine le 28 février. On voit aussi la corrélation. C'est quoi ça, la corrélation? Bien, quand mon indice monte, est-ce que les autres parties d'un portefeuille montent également? Ben non, pas du côté des obligations. On voit que la corrélation est plus faible avec le marché obligataire. Donc, ça permet une bonne diversification, mais on voit que les marchés internationaux, canadiens et mondiaux
sont quand même assez corrélés avec le marché américain. On voit dans ce document-là aussi quels sont les secteurs dans lesquels ce FNB-là est investi et quels sont les 10 titres principaux et quelle est la cote de risque. L'autre document que vous devriez recevoir lorsque vous achetez un nouveau produit, que ce soit un FNB, un fonds commun, c'est l'aperçu du FNB. Encore là, j'en parlais tout à l'heure, c'est un document où on a un petit peu plus d'informations. Notamment, on vous donne un bref aperçu, encore une fois, bon, de sa création, qui gère le produit, quel est son symbole boursier, sur quelle bourse, évidemment, ça se transige, dans quelle devise ça se transige, quel est son volume quotidien, son nombre de jours de négociation, dans quoi le FNB investit-il en termes de secteur, en termes de top 10, c'est quoi les risques, c'est quoi le niveau de risque. Donc, on va un petit peu plus loin qu'avec le profil. Quel a été le rendement comme tel du fonds négocié en bourse par année civile? Quel a été le meilleur, quel a été le pire rendement sur 3 mois depuis le début de ce fonds négocié en bourse-là? Donc ici, on voit que le meilleur rendement sur 3 mois, ça a été de 16 %. On voit que le pire rendement sur 3 mois, ça a été de moins 13 %. Donc, on sait que quand on investit en actions, ben, il faut avoir quand même un peu une tolérance au risque. On le voit ici. Donc, ça veut dire que si vous aviez mis 1 000 $ au début de la période, ça, on adore ça. Pour le 3 mois qui se termine au 30 juin, mon 1 000 $ vaudrait 1 161. C'est un peu moins rigolo, évidemment, si on a mis 1 000 $ au début du 3 mois ici, parce qu'on se termine à 863. Il reste quand même qu'à long terme, on a fait un bon rendement. Mais c'est important, ça nous donne un peu une idée, est-ce que je suis capable de prendre ce type de volatilité-là? Ensuite, on parle du cours de marché, de valeur liquidative, à qui le FNB est destiné, un mot sur la fiscalité, puis évidemment, ce que je vous montrais tout à l'heure, combien ça coûte. Donc, je le mets un petit peu plus en gros, c'est quoi le ratio de frais de gestion, c'est quoi le ratio de frais d'opération et c'est quoi le frais total du fonds négocié en bourse. Et ça veut dire quoi en termes de pourcentage par tranche de 1 000 $ et ça veut dire quoi en termes de sous. Là, si je reviens évidemment là-dessus sur le site, je recule. Donc, ça, c'est à partir de la grille sommaire. Donc, encore une fois, vous cliquez sur la grille sommaire. Ah, bon, le Nasdaq corrige pas mal depuis le début de l'année. C'est un exemple que je donne. Ça m'intéresserait de savoir, bon, c'est quoi les caractéristiques du Nasdaq en ce moment. Encore une fois, vous voyez, pour notre fonds Nasdaq, vous avez de l'information, mais vous pouvez aller voir le profil. Vous pouvez aller voir, évidemment, l'information sur le contenu et le contenant. On vous donne encore plus. Sur le site, évidemment, le rendez-vous des fonds négociés en bourse, vous pouvez évidemment vous former sur les fonds négociés en bourse. C'est quoi les notions de base? C'est quoi les données fondamentales? C'est quoi, comment mieux comprendre les produits? La fiscalité, la devise des fonds négociés en bourse. Donc ça, vous avez ça dans le centre de formation. Vous avez aussi les nouvelles sur BMO Gestion mondiale, évidemment, à l'intérieur des médias pour l'ensemble, évidemment, de nos gestionnaires et de votre humble serviteur. Et vous avez une gamme d'outils. Et quand on va voir du côté des outils, puis ça, je vais essayer vraiment, chaque fois que je fais un webinaire, d'aller vous montrer un peu les outils pour vous donner le goût. Les gens souvent vont me dire, ben là, Alain, c'est intéressant, mais vous devez juste parler de vos fonds négociés en bourse. On parle prioritairement de nos fonds négociés en bourse, mais notre plateforme d'outils inclut l'ensemble des 50 firmes de fonds négociés en bourse au Canada et les 120 quelques firmes de fonds communs au Canada. Je vais vous donner un petit exemple ici. On peut comparer tous les FNB et tous les fonds communs de classe F, celle qui n'inclut pas évidemment là, la notion de conseil à l'intérieur. Vous voyez ici, je vais ZSP. Je vais mettre à l'intérieur un produit, évidemment, XQLT. C'est un produit d'iShares. Je vais les comparer quand même 5 produits dans le marché américain, parce qu'évidemment, si je compare un produit canadien avec un produit américain, avec un produit de pays émergent, je ne compare pas vraiment des pommes avec des pommes. Donc, je vais regarder quelle est la façon d'aller me chercher une exposition au marché américain. Est-ce que c'est par un indice? Est-ce que c'est avec un titre de qualité? Avec la méthodologie, évidemment, de iShares? Est-ce que c'est un titre de qualité avec la méthodologie de BMO? Est-ce que c'est avec le marché total, notamment qu'on trouve chez Vanguard?
avec le Vanguard FNB indiciel américain, ou ce serait, puis en ce moment, évidemment, il y a beaucoup de volatilité dans le marché, donc est-ce que ça serait avec une stratégie de faible volatilité? Donc, vous voyez, je peux comparer 5 produits, je les compare dans le marché américain. Je trouve évidemment que c'est un meilleur comparable. Donc, j'ai le choix. Je peux avoir cette vue d'ensemble-là par produit. On le voit là, pour chacun des produits, les prix, les devises, les actifs sous gestion, les frais de gestion de chacun de ces produits-là, les RFG de chacun de ces produits-là, l'évaluation des risques. Vous voyez, je suis pas mal tout dans du risque moyen ou de bas à moyen avec le fonds de l'Oval du côté du marché américain. On voit que c'est pas mal tous de la grande capitalisation. Donc, c'est important. Ça nous permet de dire, ben, je suis du côté des actions américaines, je suis à peu près dans le même style de gestion d'actifs et quand même dans des risques, évidemment, qui sont similaires. On parle de produits ici qui ont été créés tous depuis plus de 5 ans. On a de l'information sur les écarts types. Est-ce que je rajoute de la valeur? Quel est le Sharpe sur 3 ans? Quel est le Sharpe sur 5 ans? Et quels sont les rendements? Donc, ici, c'est en date du 28 février. On voit que sur un an, le marché américain qui réplique le S&P 500, on était à du 10 de rendement. On voit que le marché, évidemment, de qualité sur un an par iShares était à 7,5 Le marché de qualité, évidemment, du côté de BMO, on est à 8,9 Le marché total américain, même chose que le S&P 500. Mais on voit que cette année, évidemment, les titres de faible volatilité ont donné un meilleur rendement sur un an et surtout depuis le début de l'année, avec la volatilité des marchés, ça a été une stratégie évidemment qui a été intéressante et rémunératrice. On nous montre pour chacun d'entre eux, évidemment, quel est le quartile. Donc, dans l'industrie des fonds communs, des fonds négociés en bourse, il y a 4 quartiles. Le premier quartile, c'est les 25 plus performants. Le deuxième quartile, le deuxième 25 plus performants. Troisième quartile et quatrième quartile, bien évidemment, ce sont les moins performants. Dépendant des durées, parfois, on a des quatrièmes quartiles avec des rendements positifs. Des fois, les rendements sont négatifs, mais c'est quand même un FNB qui a eu moins de volatilité. Donc, beaucoup d'informations sur chacun d'entre eux dans chacune de ces stratégies américaines-là. Quels sont les secteurs? On voit que les 4 premières, évidemment, se ressemblent. La technologie est importante. Dans la dernière, du côté du Low-Vol, il n'y a pas de technologie dans les top 3 secteurs. Donc, OK, j'ai quelque chose d'intéressant. Donc, ma corrélation devrait être différente. Et je peux voir dans chacun d'entre eux, évidemment, aussi, quel est le top 10 en termes de titres. Donc, vraiment quelque chose qui est intéressant. Si je veux voir quels sont les plus gros FNB au Canada, en premier, on veut voir évidemment Sud BMO. On a nos 10 plus gros FNB en termes d'actifs sous gestion. Le G, c'est les milliards qu'on voit ici. Notre plus gros FNB chez nous, c'est le ZSP, le FNB qui réplique le S&P 500. Mais on peut rajouter aussi l'ensemble des fournisseurs de fonds négociés en bourse au Canada. Donc, vous n'aurez pas simplement BMO, vous allez avoir aussi l'ensemble des autres fournisseurs. Ce que vous pouvez aller chercher aussi, bien là, Alain tout à l'heure a parlé du fonds ZLU. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur ce FNB-là? Je dis lui, vous pourriez prendre là, n'importe quel fonds négocié en bourse. Si je clique, évidemment, je vais avoir de l'information sur ZLU. Je vais voir qu'aujourd'hui, il est à la hausse. Je vais voir sa variation sur 52 semaines, sa variation dans le jour. Depuis le début du jour, je vais voir son volume moyen, son revenu de dividende. Puis ce qui est intéressant, je vais voir d'autres FNB qui sont dans la même classe d'actifs que ZLU. Puis je peux les comparer en termes d'actifs sous gestion, en termes de variation. Et pour ce FNB-là, je peux voir comment il est réparti en termes d'actifs, c'est quoi sa répartition sectorielle, c'est quoi sa répartition géographique, c'est quoi son classement, évidemment, par quartile depuis un an à ce jour, 6 mois, 3 mois, date de 28 février, et son rendement par année civile. Donc, pour des gens comme moi qui trippent FNB, qui trippent placement, c'est vraiment intéressant. Beaucoup de gens utilisent aussi beaucoup les FNB pour générer du revenu. Chez nous, on a beaucoup d'FNB d'options couvertes. Le plus gros au Canada, c'est notre ZWB. Donc, je peux voir pour ZWB, encore une fois, de l'information, mais je peux voir aussi du côté de ses distributions, de quelle façon la distribution, évidemment, en ce moment, elle est à 5,41, puis je peux voir dans le temps
Est-ce que cette distribution-là a été stable et même est-ce qu'elle a augmenté? Donc, vraiment, du côté du site, évidemment, le rendez-vous des FNB, vous avez une somme de centres de formation, une somme d'outils et aussi la grille sommaire pour vous permettre, évidemment, d'explorer plus les fonds négociés en bourse BMO, mais vous permettre aussi de comparer, évidemment, les fonds négociés en bourse, les fonds communs, beaucoup de balados et beaucoup de blogs, évidemment, à l'intérieur. Là, je n'ai pas regardé devant moi, évidemment, mais je vois qu'on ça fait près de 45 minutes, évidemment, que je parle. Catherine, je ne sais pas si tu peux revenir à l'écran. Alors, merci encore, Alain, pour cette présentation qui est toujours très éclairante, hein. Vous avez effectivement de quoi être très fier de ce site web qui est très, très complet. Aussi, ce que je retiens là, de ta présentation, c'est que la réforme réglementaire canadienne MRCC3 vient vraiment changer la donne, hein. On Oui. passe d'une perception des coûts à une vision qui est plus claire, qui est plus complète, qui est comparable aussi, ce qui va nous permettre à nous, là, investisseurs, de prendre des décisions qui sont beaucoup plus éclairées. Et de comparer, puis c'est quelques-uns, tu vois, aujourd'hui, j'ai montré quelques outils, évidemment, de comparaison. Je pense que les gens aussi veulent comprendre, évidemment, nos solutions chez BMO. Les gens nous font Oui, confiance. Pour oui, chaque dollar investi en FNB au Canada, il y a 20 sous chez BMO, mais dans les outils, les gens veulent aussi pouvoir comparer avec les classes F, notamment de fonds communs, et avec les autres fonds négociés en bourse au Canada. Ce qui est important, puis c'est pour ça, dans les webinaires à l'avenir, je vais prendre évidemment quelques exemples pour que les gens puissent comprendre les bases de comparaison, mais c'est important, c'est de comparer des pommes et des pommes, et ce sont vraiment des beaux outils, évidemment, pour tous ceux qui désirent poursuivre la réflexion et faire de la recherche sur les fonds négociés en bourse, les fonds communs. oui, tout à fait. Puis j'aimerais rappeler que, parce que la question revient toujours, est-ce qu'on aura accès au PDF après la diffusion de ce webinaire? Donc oui, ça vous sera envoyé, puis vous en aurez deux plutôt qu'un pour ce faire. Donc maintenant, j'aimerais qu'on ouvre la discussion, aller un petit peu plus loin avec Oui. vous, Alain, à partir des questions du public. À vous à la maison, je vous invite à poser vos questions. Vous avez la chance d'avoir Alain Desbiens avec vous, donc un expert en FNB depuis tant d'années. Donc, c'est vraiment une sommité en son domaine. Profitez-en. Donc, c'est le moment d'aller un petit peu plus loin en termes de contenu, de clarifier certains aspects, de poursuivre aussi la réflexion. On a une dizaine de minutes pour ça. Donc, je commencerai ici avec une question, une première question. Est-ce que, bon, tu en as parlé au début, justement, des influenceurs. Est-ce que les services d'un conseiller financier, c'est toujours pertinent en 2026? Je trouve ça intéressant parce qu'un influenceur et un conseiller financier, c'est vraiment deux choses. Un influenceur, évidemment, il y a énormément du côté canadien, du côté américain, en français et en anglais, beaucoup de gens sur les internets, sur Instagram, sur Facebook, qui prodiguent pas simplement de l'information financière, mais aussi du conseil financier sans nécessairement y être accrédité. C'est pour ça que je trouve important, au Québec, le marché réglementé, il y a 34 000 conseillers financiers au Québec. Ils sont évidemment enregistrés auprès de l'AMF. Lorsqu'on soit du conseil, on peut vérifier évidemment si notre conseiller ou si notre influenceur est un conseiller, s'il est enregistré auprès de l'AMF. Il y a tout près de 1825 conseillers en valeur mobilière au Québec. Il y a des gestionnaires de portefeuille. Donc, pour moi, c'est toujours évidemment important. C'est un peu ma base, évidemment, Catherine. Je pense que si on n'a pas le temps, si on n'a pas l'intérêt, si on n'a pas l'expertise de faire soi-même, évidemment, ses propres placements, les services d'un conseiller sont importants. Plusieurs études le disent, le rapport Mon Market le dit notamment. Après 15 ans, les gens qui ont un conseiller financier ont beaucoup plus d'actifs que les gens qui le font eux-mêmes. Donc, il y a vraiment une valeur au conseil. Cependant, je le vois, il y a de plus en plus de croissance du courtage à escompte au Canada et de plus en plus, il y a des gens qui travaillent en hybride, donc qui ont les services d'un conseiller financier et qui font aussi un peu de courtage à escompte eux-mêmes de côté. Et parfois, ben, dépendant où ils en sont rendus ou à la retraite, quand ils ont moins le temps, quand ils ont moins d'intérêt ou quand ils ont moins d'expertise, certains reconsolident évidemment leur placement avec un conseiller. D'autres continuent à faire ces placements-là. Mais un influenceur puis un conseiller,
Deux choses différentes. Un fil influenceur, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est accrédité. C'est quelqu'un qui ne devrait donner que de l'information et non pas du conseil. Du conseil, c'est réglementé et on Mhm. devrait toujours valider si notre conseiller est enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers. Ah oui, c'est une expertise, hein. Donc, Oui, ça le dit, hein. Donc, oui, on a oui, oui. besoin d'experts qui connaissent bien le sujet. Le titre de planificateur financier, Oui, ben, il faut être planificateur financier pour porter ce titre-là. Les oui. gens qui sont gestionnaires de portefeuille, qui ont des titres de CFA, des titres de planification financière, ils ont des codes d'éthique à respecter, Mhm. ils ont de la formation continue à respecter. C'est exigeant d'être conseiller dans l'industrie. Oui. Donc, c'est important qu'ils soient évidemment réglementés et accrédités et on peut valider le tout avec l'AMF. Donc, merci beaucoup, Alain. J'ai une autre question ici. Est-ce que j'ai Oui. besoin d'une grosse somme pour investir dans un FNB? Pas vraiment. De plus en plus, du côté des firmes de courtage à escompte, de plus en plus, les plateformes permettent évidemment des frais réduits ou des frais nuls pour les transactions du côté des actions et des fonds négociés en bourse. Ce que je remarque cependant quand les portefeuilles sont plus petits ou quand les gens désirent faire du placement périodique. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de fonds communs, de fonds négociés en bourse, parce que ça permet évidemment de réinvestir même les fractions d'actions. Un FNB ou une action, il faut demander évidemment à son courtier de plein exercice ou à son courtier à escompte si l'on désire réinvestir évidemment le revenu. Et on doit réinvestir dans des parts entières. Ça ne permet pas le fractionnement d'actions de fonds négociés en bourse. Donc, plus notre portefeuille est petit, je pense que plus les fonds communs peuvent être intéressants, notamment du côté du placement périodique. Mais de plus en plus, je dois dire, les firmes de courtage à escompte ont facilité les transactions du côté des actions et du côté des fonds négociés en bourse en permettant évidemment des frais de transaction réduits ou nuls sur les transactions d'actions et de fonds négociés en bourse. Merci beaucoup. Ici, j'ai une question, c'est probablement un peu hors sujet qu'on nous dit, mais vous avez mentionné à quelques reprises les classes D, E, F, etc. J'ai vu ça passer sur les fiches de fonds. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce Oui, standard bien, d'un courtier à l'autre? non, une classe F, c'est pour les gens qui travaillent en horaire chez les courtiers, chez les conseillers en placement. De plus en plus, les courtiers, les conseillers travaillent à honoraire, donc le processus est tout à fait transparent, parfois honoraire discrétionnaire ou non discrétionnaire. Donc, ils prennent évidemment une classe F ou un fonds négocié en bourse et ils vous chargent une tarification, évidemment, du côté du conseil. L'équivalent du côté des firmes de courtage à escompte, ce sont des classes D. Donc, lorsque vous faites affaire avec un conseiller ou lorsque vous faites affaire avec une firme de courtage à escompte, demandez-leur, évidemment, les tarifications des classes F ou des classes D du côté des fonds communs. Puis un fonds négocié en bourse, par essence, évidemment, ça ressemble beaucoup à une classe F. Il n'y a pas de rémunération d'inclus à l'intérieur de son frais de gestion. Donc, rapidement, classe F, classe D, c'est évidemment pour des honoraires discrétionnaires ou non discrétionnaires. Des classes A, c'est souvent du côté des fonds communs avec une incorporation de commission de la part du conseiller qui est incluse dans le frais de gestion. Donc, toujours demander évidemment au conseiller ou à votre firme de courtage à escompte de vous expliquer quelle classe actuellement vous avez et quelle classe vous pouvez avoir du côté du courtage à escompte, notamment demander les classes D du côté des fonds communs. Merci beaucoup. Ici, comment le rendement des fonds est net des frais de gestion? Pourquoi se préoccuper de ces frais dans la sélection d'un fonds lors de comparaison? Bien, dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est effectivement le rendement après les frais de gestion. Mais beaucoup de gens ignorent évidemment quel est le frais total, notamment du côté de certaines stratégies alternatives. Je dois dire, les frais peuvent être quand même assez élevés. Du côté de certaines stratégies avec effet de levier, le ratio de frais d'opération peut être assez évidemment élevé. Et je reviens encore là-dessus. Du côté des outils, moi, ce que j'aime bien du côté des outils, c'est de comparer des comparables. Donc, en Mhm. premier, puis c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, du côté de l'aperçu des FNB là, ou des fonds, ou du côté là, de comparaison des FNB des fonds, comparer toujours dans la même classe d'actifs. Je reviens sur ma comparaison que j'avais ici tout à l'heure. Là, je vais le refaire rapidement. Vous voyez, c'est rapide, hein? XQLT, j'ai pris un fonds d'iShares, j'ai un fonds de BMO, je reprends un autre fonds de BMO, je prends ZUQ, je reprends un autre fonds ici.
de Vanguard, VUN, et je reprends un autre fonds de BMO, ZLU. Donc, est-ce que le frais de gestion, c'est le seul facteur? Regardons ici, on voit du côté, moi, ce que j'aime, c'est que là, je compare des comparables, je compare des FNB où le style de gestion, c'est de la grande capitalisation. Parce qu'encore une fois, si je compare de la petite capitalisation de la grande, je ne compare peut-être pas des pommes avec des pommes. C'est ce que j'aime de ces outils-là qui nous permettent de voir si on compare. Je suis en action américaine, je suis en dollars canadiens, donc il n'y a pas d'effet de couverture de change. Et je vois quand même que les ratios de frais de gestion sont plus bas. ZSP, on est à 9 points de base. Le fonds de iShares, ici, on est à 32. Le fonds de BMO du côté de High Quality, on est à 34. Le fonds de Vanguard, on est à 17 points de base. Et le fonds de faible volatilité, on est à 33 points de base. Et pourtant, depuis le début de l'année, le produit qui a le mieux fonctionné en action américaine, c'est celui qui a le frais de gestion qui est un petit peu plus élevé à 11 %, le fonds de faible volatilité. Cependant, lorsqu'on regarde évidemment sur une longue période, donc si on regarde sur une période de 10 ans, bien évidemment, les marchés américains ont été plus avantageux pour les détenteurs. Certaines fois, c'était le fonds de High Quality. Donc, le frais de gestion n'est pas le seul facteur qu'on devrait regarder. Puis évidemment, comparons des comparables, comparons des fonds dans le même secteur, exemple les actions américaines, qui ont le même style de gestion. À ce moment-là, on pourra voir si le ratio des frais de gestion a eu un impact majeur à long terme sur la performance. Merci beaucoup, Alain. En terminant, on me pose aussi comment puis-je continuer à m'informer sur les FNB? Bien, moi, ce que je vous dirais dès aujourd'hui, tout le monde qui écoutait, allez sur Google, allez googler, évidemment, le rendez-vous des FNB du côté de BMO et vous allez arriver directement sur le site web ici. Vous pouvez continuer, évidemment, de vous informer à partir du site parce qu'on a évidemment des blogs, des balados. Si vous désirez vous inscrire aux nouvelles, vous remplissez l'information, vous allez recevoir, évidemment, de l'information. Et en plus, pour encore 4 ou 5 fois, si je ne m'abuse, Catherine, Oui. je vais donner des webinaires cette année du côté, évidemment, des rendez-vous avec les affaires. Et nous devrions être là cet automne pour la deuxième fois pour la remarquable, évidemment, organisation de Investi, qui est, d'après moi, le seul forum à Montréal qui permet à autant d'investisseurs en même temps pour avoir accès au YouTube, aux nouvelles, aller sur le site, aller jouer avec les outils. Beaucoup d'informations donc là-dessus. Merci beaucoup. D'ailleurs, ici, on a un commentaire. Bravo. Sérieusement, votre nouveau site de FNB avec tous ces outils vient de devenir mon nouveau site préféré pour mes choix d'investissement. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Alain. Donc, comme Alain disait, on va avoir effectivement un événement samedi le 24 octobre 2026 au Plaza Centre-Ville. Donc, le forum Investir, un forum dédié à l'investissement et à la gestion de patrimoine, le surveillé. Vous aurez les détails dans les prochaines semaines. Donc, merci, Alain, beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui, de partager tes connaissances, ton expertise. C'est toujours un plaisir de partager cette heure-là avec toi en ta compagnie. À vous, au bureau, à la maison, merci pour votre présence, vos nombreuses questions. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, vous pouvez le faire en contactant l'équipe de BMO Gestion mondiale d'actifs, bien entendu. Merci également à notre partenaire PQM.net pour nous avoir soutenus dans la diffusion de ce webinaire aujourd'hui. Dans les prochains jours, vous recevrez un lien par courriel qui vous permet de voir ce webinaire en différé. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager la présentation avec vos collègues, avec votre réseau. Cette présentation va être disponible pour une période de 6 mois. Donc, avant de quitter la plateforme, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant simplement là, sur le bouton correspondant à l'écran. Vos commentaires sont très précieux pour nous, sont précieux aussi pour Alain. Donc, ça nous aide à améliorer nos futurs événements, à Alain aussi préciser son contenu. Si vous voulez entendre des choses en particulier sur les FNB, si vous avez des demandes spéciales, vous pouvez bien entendu les adresser aussi. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez visiter notre site web Événements Les Affaires pour découvrir nos prochains webinaires, conférences et formations. Je vous dis un grand merci et bon après-midi.